Voilà, danser. Alors, vous dites que c'est pour quelle chaîne déjà? Alors, c'est pour Vision Channel Africa. Vision La Channel nouvelle voix de la Africa. diaspora africaine en Europe, qui est l'une des premières télévisions qui fait dans du genre, qui a pour objectif de promouvoir les jeunes Africains résidant en Europe. Oui, mais moi je réside pas là. Non, pas seulement qui résident en Europe. Les jeunes Africains en général, c'est vrai que la cible, le focus, c'est ceux qui vivent en Europe, mais ça n'empêche pas qu'on donne la parole à ceux qui sont en Afrique, parce que plutôt les Africains qu'on promeut en Europe sont ceux-là qui ont des objectifs précis pour le pays. Donc, voilà, il faudrait ajouter que d'ailleurs l'émission Invité spécial, ah oui, c'est Invité spécial. Voilà, il n'y a pas une plateforme spécifique pour ce type d'émission. Mais comme vous êtes un invité spécial, ça entre dans le cadre de l'invité spécial. Voilà, c'est ça. Et comment on peut capter la chaîne? Bon, la chaîne, c'est sur le web principalement. Elle est sur le web. Nous avons un site internet. Nous avons c'est quoi l'adresse une plateforme www.visionchannelafrica.com. Pas Diaspora TV là. Non, c'est pas Diaspora TV. www.visionchannelafrica.com. Visionchannelafrica.com. Et puis, nous avons une chaîne YouTube. Nous avons bien évidemment aussi la page Facebook qui est la principale plateforme de diffusion. Une page Facebook. Oui, oui. Vision Channel Africa. C'est plus direct pour nous, c'est plus direct. Donc, du coup, c'est la page, c'est la plateforme principale de diffusion. Ok. C'est là où on a la Écoutez, plupart de nos ceux abonnés. de nos compatriotes qui sont sur Facebook vont sur la direct. Tu es déjà en ligne? Tu es déjà branché? Ah, donc ils sont en train de voir le... Comment on appelle le making of? Ils sont en train de vivre le making of. Mais bonsoir à ceux qui sont en train de vivre le making of. Là, je... Il n'y a pas le maquillage. Nous sommes déjà... Voilà, je n'arrive pas à passer. Crépin, il peut passer. Je ne peux pas passer, j'ai Non, besoin le de maquillage. passer. Non, je dois passer de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. Crépin, il a besoin de passer derrière. Ouais, Donc tu es obligé d'avancer. Ah, la chaise là. soit On a oublié de l'espace derrière. J'ai besoin d'avoir un peu d'espace derrière. Oui, c'est mieux. Tu viens légèrement derrière. Voilà. Voilà. Bon, je réussis à passer. Ah oui, parce que si lui se déplace, il n'arrive pas. Ah bon, hein? Bon, Oh, ok. ça là, c'est... Ceux qui nous regardent là-bas ne peuvent pas voir le mouvement qu'il y a derrière. Ils sont hors champ, comme on dit en cinéma. Bon les gars, on commence. Ok. Vous savez, j'ai toujours l'heure du Cameroun. Donc sur ma montre, je suis en erreur de penser qu'il est 20h05. Non, il est 19h. Alors, Il est 21h. non, possible, il est 21h05. 21h, c'est vrai. Ah, peut-être tu as mon téléphone. Bon, je demande même pour rien, ça ne sonne pas. Si, ça peut, par WhatsApp. Le téléphone chinois là, vraiment. Ok, vraiment, tu es un blague. Tu as acheté un Samsung. On t'a même donné ça. On allait acheter un truc à Château-Rouge. C'est bon. Là, il faut faire les. Non, c'est bon. Comment les enfants appellent? Tu comprends ton choronco. Un Samsung a acheté une maison. J'ai toujours dit qu'il me C'était fait les batteries. Ok. Tu as fait une heure de direct tout à l'heure. La caméra? Ouais, Ok, c'est bon les gars. Ça prend combien de temps? c'est maxi 10 minutes. Moi, Ah, je c'est voudrais, bon, je dis-moi. voudrais arriver au 3:15. Vu que c'est spécial. Vu que c'est spécial, c'est bien. Moi, on ne va pas dire quelques questions, vous allez vous poser. C'est une idée. On briefe même souvent. Oui, il faut le briefer quand même, Eric. Alors, Après, quand il va bégayer, ça va faire le même. il y a un ami qui nous appelle action-réaction. Ok. Alors, d'abord, le but de votre voyage au sein de la diaspora camerounaise, c'est que vous avez été au USA, en Belgique, vous avez d'ailleurs reçu un prêt, et ensuite en Italie, je ne sais pas s'il y a un pays qui
Qui reste? Ouais, qui reste. Je devrais continuer. On a commencé. Non, pas d'accord. Mais là, vous avez un Ah oui, c'est ah oui, c'est plus moi, c'est pas toi. C'est quoi? Je partage le lien sur la page. Non. On ne vend pas l'exclusivité. Allez-y. C'est sûr. Ah, Olivier, viens. Il faut que les gens te voient bien. Comme l'un des snipers. Pas sniper, toi tu n'es pas sniper, tu es mon gladiateur. Et je précise que on s'est vu ici, parce que c'est avec ce chapeau que tu as sur ta photo de profil là-bas. Je l'ai vu ici. On ne s'était jamais vu avant. Mais dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était Olivier. À cause du chapeau. Et il a ce. Comment on appelle ce truc? C'est un nom, non? Un gilet. Un gilet, voilà, c'est un gilet. Tu dois en avoir plusieurs comme ça, parce que tu es toujours avec ça. Même là-bas, tu es avec ça. Quand c'est pas en carreau, c'est en damier, c'est ainsi de suite. Là, ils sont le leader, hein. Ouais. Donc concrètement, Vous nous dites quand on commence. Bon, on va commencer. Il n'a pas besoin. Ah, tu as déjà commencé. Ok. Go. Bien. Là, c'est ma caméra. Bon, Ouais. j'en ai une autre. Hein. Bon, Ceux qui nous suivent. c'est pour ça que, comme c'est à côté, vous voyez, le regard directement est direct. Crépin, il n'y a rien qui suit. 124 déjà. Go. Ok. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Vision Channel Africa, la nouvelle voix de la diaspora africaine. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Invité spécial, nous recevons M. Kabrali Bill, qui est d'ailleurs journaliste, juriste, activiste et homme politique camerounais, promoteur du mouvement 11 millions d'inscrits, qui plus tard est devenu 11 millions de citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire, 11 millions de citoyens? Pourquoi c'est parti de 11 millions d'inscrits à 11 millions de citoyens? Pour une raison simple, lorsque nous travaillons de mai à août sur les inscriptions, nous nous sommes rendus compte au soir du 31 août que nous devrions enrichir notre démarche d'un agenda nouveau. En plus des inscriptions, de la campagne d'inscription sur les listes électorales qui commence à nouveau le 2 janvier 2018 pour s'achever au jour de convocation du corps électoral, nous nous sommes rendus compte au bout de la tournée que nous avions effectuée dans tout le Cameroun, dans les 10 régions, que nos citoyens, nos compatriotes, n'étaient pas encore en pleine conscience de leur statut de citoyen, c'est-à-dire bien maîtriser ses devoirs, mais également ses droits, être en disposition mentale permanente de faire total usage de ses droits. Là, on parle d'un droit, le droit de vote, mais même ce droit de vote, qui commence certes par l'inscription sur les listes électorales, se poursuit par le vote en lui-même et dans notre contexte, par la surveillance du vote. Nous nous sommes rendus compte, disions-nous, qu'il fallait absolument édifier, continuer à édifier et échanger avec nos compatriotes sur ces autres questions connexes et qui, en réalité, donnent pleine puissance à la citoyenneté. C'est pour ça que nous avons migré de 11 millions d'inscrits qui demeurent l'objectif à atteindre absolument 11 millions de citoyens, c'est-à-dire des compatriotes qui ne sont pas seulement des inscrits sur les listes électorales, mais qui sont des citoyens pleins, totalement conscients de leurs droits et de leurs devoirs et prêts à travailler dans l'action politique. Et actuellement, est-ce que vous êtes satisfait du nombre d'inscrits sur ces listes? Parce qu'apparemment, ils ne sont pas, le nombre n'est pas assez. Pas apparemment. Nous serions, selon les chiffres donnés par l'ELECAM, qui étaient encore incomplets, mais nous serions aujourd'hui autour de 7 millions, dont nous avons encore un gap de 4 millions qu'il faut absolument combler l'an prochain pour le temps. Évidemment qu'on ne peut pas être satisfait de cela. Nous sommes en revanche satisfaits par le déclic que l'opération que nous avons lancée a provoqué. Aujourd'hui, nos compatriotes se montrent de plus en plus intéressés par la question électorale, de plus en plus mobilisés pour l'élection, de plus en plus attentifs à la question politique. Nous avons réussi à reculer l'indifférence, la désaffection. Aujourd'hui, le champ politique est à nouveau envahi par de nombreux jeunes
nombreux jeunes hommes, de nombreuses jeunes filles, de nombreuses femmes, de nombreux hommes de tous âges qui aujourd'hui se montrent de plus en plus attentifs. Et ce déclenchement-là, ce nouvel attrait, cette nouvelle envie vis-à-vis de la politique, eh bien, nous la devons à l'opération 11 millions d'inscrits. Et quand je dis 11 millions d'inscrits, c'est-à-dire à la détermination, à la sensibilisation, à l'action qui a été menée sur le terrain par de nombreux jeunes compatriotes qui se sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire avec l'appui de ces nombreux milliers d'autres jeunes qui les soutenaient, qui les accompagnaient, qui sont disséminés dans le monde. Dans un pays comme l'Italie où je me trouve, j'ai découvert un travail incroyable qui a été abattu ici. J'ai d'ailleurs échangé avec les autorités diplomatiques du Cameroun qui m'ont dit, et d'ailleurs pour ceux qui étaient à l'assise de tout à l'heure, même nous avons rencontré un militant du RDPC qui a capté le message et qui a travaillé sur le terrain. Et d'autres d'ailleurs, pour ceux qui étaient avec nous en Belgique, il y a eu un travail incroyable. Au jour de la rencontre publique là-bas, quand je recevais le prix, on va certainement en parler tout à l'heure. Justement. Les jeunes qui dirigent l'opération là-bas en ont profité d'ailleurs pour passer un message rappelant aux compatriotes qui s'étaient fait enregistrer pour la carte consulaire qu'elles étaient disponibles, ainsi de suite. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. D'accord. Alors, je vais passer à la seconde question. Quel est le but de votre voyage déjà au sein de la diaspora camerounaise? Nous savons que vous avez été tour à tour aux États-Unis et en Belgique, bien entendu, vous avez d'ailleurs obtenu un prix. Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins de quel prix il s'agit? Le prix, c'est celui du meilleur booster de la démocratie en 2017. Le 2017. Et vous pensez l'avoir mérité? Du goût de ceux qui me l'ont décerné, je le mérite. Si je m'en tiens aux réactions des personnes qui y ont assisté nombreuses, je le mérite. Si je m'en tiens aux réactions des compatriotes dans les réseaux sociaux qui par milliers le disent, écoutez, ma voix ne compte pas devant celle de mes compatriotes. Eux, ils pensent que je le mérite. Je considère cela comme un encouragement. Mais en marge de ce prix-là ou dans le prolongement de ce prix, compte tenu de ce que je me déplaçais pour le prix qui m'a été donné en Belgique le 30 septembre. C'est ça l'objectif principal de votre voyage? C'était le prétexte, le déclencheur, puisque le prix, je l'aurais dû en réalité le recevoir un mois plus tôt, mais compte tenu de l'action de terrain qui était menée, je l'ai envoyé au 30 septembre. Et on a donc les jeunes, notamment, parce que le mouvement 11 millions de citoyens est présent un peu partout en Europe. Donc, dans les pays où le mouvement était déjà assez structuré, ils ont exprimé l'envie de me voir faire le tour de ces pays-là, aller à leur rencontre pour qu'on se connaisse, pour qu'on se salue. Vous savez, c'est très chaleureux de rencontrer des gens qui se sont investis pendant des semaines pour soutenir la cause que je promeux. Et puis, ils ont souhaité effectivement qu'à l'occasion de cette tournée-là, que d'autres compatriotes qui avaient des questions à poser, qui étaient dubitatifs, qui étaient interrogateurs sur une ou deux choses, qu'on se retrouve et qu'on échange, comme ça a été le cas aujourd'hui même à Rome, comme ce sera le cas demain à Milan, comme ce sera le cas dans les 2 ou 3 jours qui vont suivre à Genève, je crois, dans une autre ville, comme ce sera le cas à Rennes, à Nantes, je crois, à Nantes le 11, mais même à Rennes d'ailleurs, parce que j'ai échangé aujourd'hui avec une autorité de Rennes et les compatriotes qui sont là-bas. En fait, cette autorité municipale française a été mobilisée par mes compatriotes de l'opération 11 millions de citoyens là-bas, parce qu'ils savent que dans le projet de société que nous sommes en train d'écrire ensemble, il y a un volet régionalisme qui est très intéressant. Ils ont pris une disposition là-dessus, comme ce sera le cas évidemment à Paris, et puis ainsi de suite, qui vont suivre, et même pour plus tard en Europe. Mais je vais passer beaucoup de temps en France quand même, parce qu'en marge de ceci, je suis là également pour d'autres choses qui rentrent dans le cadre de mes recherches personnelles pour mes travaux scientifiques. Donc ce n'est pas une sorte déjà de campagne électorale qui a commencé pour vous, déjà lorsqu'on sait que vous êtes aujourd'hui présenté comme le Macron africain? Écoutez, si on me compare au Macron africain, ça veut dire qu'on me prête un destin aussi exaltant. Et écoutez, je ne peux qu'en être flatté. J'ai 2 ans de moins que lui, donc si j'arrive avant lui, je l'aurais déclassé, quoi. C'est un peu lui qui est à la mode maintenant. Mais écoutez, vous faites allusion à l'élection présidentielle. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai bel et bien l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle, mais je voudrais recevoir l'onction de mon peuple. Vous savez,
je ne voudrais pas être perçu à tort, évidemment, comme un candidat providentiel, simplement parce que je serai jeune et que je serai porteur d'un projet de société. Je voudrais avoir l'assurance que les personnes qui appuient l'initiative que je promeux, qui soutiennent mes idées, veulent vraiment que j'y aille, mais pas seulement. Je voudrais même que, si jamais je suis candidat à l'élection présidentielle, que je sois le fruit d'un consensus politique crédible. C'est pour ça qu'avec d'autres acteurs politiques, tels que le professeur Nkoum Vondor, qui lui est du parti Univers, des jeunes hommes politiques, il a à peine 40 ans, comme M. Aboubakar Sabat, qui lui vient de quitter l'UNDP, qui est une personnalité politique montante et puissante du côté de Menganga, c'est dans la région de l'Adamawa, et d'autres partis politiques avec lesquels nous sommes en négociation. Pour certains, ils ne veulent pas que les choses soient dévoilées maintenant. Il y a un certain nombre d'actions qui sont programmées, à l'issue desquelles ou au cours desquelles l'opinion prendra davantage connaissance de qui fait quoi là-dedans. Et nous souhaitons effectivement, au bout de cette démarche-là, organiser des primaires pendant lesquelles nous allons consulter ceux qui, ici, ou au Cameroun, se seront enregistrés clairement comme accompagnateurs de cette dynamique. Ils choisiront lequel d'entre nous ils souhaitent voir les représenter à l'élection présidentielle. Si c'est moi qui suis choisi, j'en serai heureux. Si c'est un autre, c'est avec la même joie que je m'inclinerai pour l'accompagner, parce qu'il aura été le choix du peuple. C'est vraiment nouveau, ce nouveau système. Et alors, on vous souhaite bon moment. Mais écoutez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le professeur Nkoum Vondoké, à la tête du parti Univers, lui, il aurait pu être candidat à l'élection présidentielle. Il a déjà dit que lui ne sera pas candidat à l'élection présidentielle parce qu'il pense qu'il faut travailler à la base. Il faut encourager les jeunes, et lui-même en tête, à être député, à être sénateur, à être maire. Je rappelle à l'envie que vous avez 23 ans au Cameroun, vous pouvez être député, vous avez 23 ans pour être conseiller municipal, et donc maire. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, beaucoup de choses nouvelles qui se font, et beaucoup de choses nouvelles que vous allez découvrir dans les semaines et les mois qui viennent. Merci. Alors, ça fait plusieurs mois déjà que le Cameroun, la partie occidentale du Cameroun, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest, sont en proie à des exactions. Pour des uns, c'est une crise, pour des autres, sont des soulèvements populaires. Quel est le regard que vous portez sur ces troubles, nous l'appelons de cette façon? Crise, soulèvement, les deux se rejoignent. Le regard que je pose sur cette situation est un regard de tristesse, d'abord. Je suis dans une profonde contrition chaque fois que je parle de cette crise. Je suis même en réalité dans la révolte. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un ordre gouvernant peut avoir choisi le mépris et la condescendance comme un mode de gouvernance. Je n'arrive pas à l'accepter. C'est-à-dire que dans quel sens? Ils entretiennent eux-mêmes l'amalgame dans la seule optique de récupération politique, parce qu'ils espèrent monter les anglophones contre les francophones. On essaye aujourd'hui, mais je ne sais pas, parce qu'ils ne veulent pas régler un problème. Regardez le glissement qu'il y a aujourd'hui. On est en train de réussir à faire passer les combattants anglophones pour des gens qui veulent détruire le Cameroun. Et on est en train d'inséminer cela au sein de l'opinion publique francophone. Mais si déjà ils brûlent les casses, est-ce que ce n'était pas une démonstration de destruction? Mais évidemment qu'on le réprouve, on le regrette et on le condamne. Tout comme il faut commencer par condamner ceux dont la répression a entraîné cela. Parce qu'il y a un déclenchement, cher ami. Il n'y a qu'au début, les mouvements et les soulèvements étaient pacifiques. Les étudiants qui se sont fait battre en novembre 2016 à Buea, avaient-ils cassé? Non. Les enseignants avaient-ils cassé quand ils ont marché? Non. Et évidemment, les avocats anglophones, lorsqu'ils se sont fait battre, rouler dans la boue en novembre 2016, en revendiquant des choses qu'on viendra par la suite leur donner 3 mois plus tard, ils n'avaient rien cassé. Quel était donc l'intérêt, eux, de les casser? Maintenant, lorsque vous opposez au pacifisme la violence stupide et que ça entraîne des conséquences imprévisibles, une exacerbation de la colère, et des gens en profitent pour casser, oui, on va le regretter, mais qui l'a provoqué? Oui, il faut sanctionner ceux qui cassent et qui brûlent, mais qui va sanctionner ceux qui ont exacerbé la colère de ceux qui cassent et qui brûlent?
Voilà le problème, cher ami. Lorsque vous avez des interlocuteurs avec lesquels vous discutez, simplement un matin, parce que les gens veulent préserver leur position de pouvoir et craignent que la légitimité montante de nouveaux interlocuteurs les délégitime aux yeux de ceux qui les créent, comme ils l'appellent, ben, ils montent des stratagèmes pour les faire arrêter indûment, font des jonctions de procédures pour créer des amalgames, puis finalement se retrouvant dos au mur, les libèrent malencontreusement, c'est-à-dire à contre-temps, pour essayer de sauver une rentrée scolaire qu'ils n'arrivent pas à sauver. Maintenant, vous créez un vide de débat tel que les marginaux extrémistes, qui sont des sécessionnistes, qui ont toujours existé dans des organisations, pour certaines récemment interdites, réussissent donc à monter en puissance, à se faire écouter par des masses qui sont désabusées et qui sont en colère. Vous créez une conséquence, vous créez une situation qui nous plonge tous dans l'impasse, on n'arrive plus à en sortir, et au lieu de reconnaître, d'assumer la responsabilité d'une malgouvernance, eh bien, on commence à répondre des histoires du genre, les gens ont cassé, les gens ont ci, ont ça. Oui, mais je vous rappelle que pendant des mois, on ne cassait pas. Mais personne n'allait à l'école. Je vous rappelle que pendant des mois et des semaines, on ne brûlait pas. Mais il y avait des villes mortes. Donc, vous semblez donner l'impression que même si on ne casse pas et qu'il y a les villes mortes, ça va. Non. On le regrette tous. Il faut le condamner. Et d'ailleurs, j'encourage les forces de l'ordre qui travaillent, je précise bien, celles qui travaillent pour rétablir la paix. Un État doit pouvoir assumer les responsabilités qui sont les siennes. Et la première est de rétablir l'ordre. La première est de protéger les hommes et les biens. Et si les forces de l'ordre font ce travail, elles méritent nos encouragements. Mais en même temps, il faut que les politiques tirent les conséquences immédiatement de cette situation et se résolvent à faire ce que nous étions minoritaires à dire il y a des semaines et que, je m'en réjouis, il y en a aujourd'hui par centaines qui le disent, c'est-à-dire enfin un dialogue ouvert sur la forme de l'État. Nous avons notre proposition là-dessus, c'est l'État régional. Okay. Au-delà de cela, d'aucuns disent qu'il y a des forces exogènes qui tirent les ficelles de ce soulèvement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Quand nous parlons des forces exogènes, il y a des pays qui financent cette crise-là. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Écoutez, quand il y a eu Boko Haram, on a dit que c'était des forces exogènes. Quand Jeune Afrique met à la une qu'il y a un péril jeune au Cameroun, on dit qu'il y a des forces exogènes. Quand le Monde.fr annonce que le président de la République était à l'hôpital, il y a des forces exogènes. Ben écoutez, je crois qu'on est tombé dans la paranoïa de l'exogénéité ou des forces exogènes. Écoutez, ne perdez pas votre temps à épiloguer sur ce genre de choses. Donc, vous, la crise anglophone n'est pas, il n'y a pas de forces exogènes qui... Ben, écoutez, moi je les cherche toujours lorsque des avocats vous disent qu'ils veulent des réformes de la justice, lorsque des enseignants vous disent qu'ils veulent des réformes du système éducatif, lorsque des gens vous disent qu'ils veulent le fédéralisme. Vous trouvez des forces exogènes là-dedans? Que les gens qui ont vécu sous le fédéralisme de 61 à 72 le revendiquent aujourd'hui, vous trouvez que c'est des forces exogènes? Écoutez, je n'ai peut-être pas l'intelligence d'arriver à ce type de constat. Ok. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans votre conférence que la souveraineté monétaire d'un pays est son premier objectif à atteindre. Cette question est en marge des soulèvements aussi qui secouent l'Afrique depuis déjà plusieurs mois par rapport à la monnaie, le franc CFA, que tous qualifient d'une monnaie de singe et qui maintient l'Afrique dans la servitude. Quel regard portez-vous à ce soulèvement? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire pour les Africains d'abandonner le franc CFA? Si oui, quand et comment? J'ai dit, vous savez, ayant été souvent assis à votre place, je sais qu'il arrive qu'on déforme rapidement quelque chose. J'ai dit que l'objectif de la souveraineté monétaire devait être atteint in fine. Ça ne veut pas dire que c'était l'objectif primordial. Parce que pour l'atteindre, effectivement, in fine, c'est-à-dire au bout du processus, il y a des étapes préalables. Et ces étapes, lors de la conférence que vous évoquez, nous les avons clairement exprimées. La première étape, c'est la renégociation de la convention monétaire qui nous lie à la France. Nous pensons que les 50% du taux de la retenue dans le compte d'opération chaque fois que nous vendons à l'étranger et que nous acquérons des devises, c'est excessif, ces 50%-là. Nous pensons qu'il faut réviser la convention monétaire pour
les situer, ces réserves de convertibilité, cette garantie de convertibilité, il faut la situer à 20%. Nous pensons que ce serait plus équitable. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de réévaluer les mécanismes, de redéfinir les mécanismes d'évaluation et de circonscription de notre masse monétaire. Nous pensons que la masse monétaire d'un pays doit équivaloir à la capacité de production de ce pays, à ce que ce pays vaut réellement en termes de potentialité de production. On ne peut pas réduire la définition de la masse monétaire d'un pays uniquement à une partie de ce qu'il vend à l'extérieur. Je précise une partie, parce que c'est la partie vendue dans une partie du monde qui constitue la base de calcul de cette masse monétaire. La troisième chose, c'est interne. Il faut des réformes de gouvernance. Il nous faut une gouvernance plus rigoureuse. Si nous devons aujourd'hui instituer une banque centrale en lieu et place de la BEA pour le Cameroun, d'abord, il faut aujourd'hui trouver l'articulation avec les autres pays de la CEMAC. Heureusement, le contexte est de plus en plus favorable. Il y a un certain nombre de pays de la CEMAC, notamment le Congo, la Guinée, entre autres le Tchad, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, peut-être timidement, mais à sa façon, qui est dans ce combat-là. Le président Déby a déjà pris position là-dessus. Par la suite, le président français Macron s'est exprimé également là-dessus et s'est montré plutôt favorable. Donc le contexte est plutôt favorable. Donc, et ça pourrait permettre de trouver la meilleure articulation qu'il faut avec les pays de la CEMAC, mais individuellement pris. Il y a aujourd'hui des réformes à faire au niveau structurel au Cameroun pour avoir une gouvernance beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus crédible. Parce que sinon, si nous entrons dans un système de banque centrale camerounaise avec la gouvernance qu'on sait, où quelqu'un un matin pour l'anniversaire de sa fille peut demander qu'on lui batte de l'argent qu'on injecte dans l'économie, ça provoque une inflation, comme ça a été le cas ailleurs, où vous irez acheter un bout de pain avec une brouette de billets de banque. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a un travail qui est peut-être d'ordre symbolique et qui peut être mené avec force dès maintenant. Pourquoi faut-il que cette monnaie, même la monnaie actuelle, continue à s'appeler CFA? Moi, ça me pose un problème quand même. N'oublions quand même pas qu'à la base, ça s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. Même si par la suite, on a nuancé pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourquoi ça ne s'appellerait pas aujourd'hui Panafrique? Pourquoi ça ne s'appellerait pas Afro? Je pense qu'on pourrait déjà commencer par là. Et en le faisant à titre symbolique pour la dénomination, on se mettrait davantage en phase avec les combats qui sont effectivement menés, certes de façon parcellaire, mais puis finalement cohérente dans d'autres parties de l'Afrique. Je pense qu'on peut déjà commencer parce que, vous savez, la dénomination, elle a sa place. Elle n'est peut-être pas de l'ordre du fiduciaire comme le seraient les pièces que nous avons dans nos poches, mais elle a un impact important dans l'avancée du combat qui est mené dans ce registre-là. Donc, nous avons là-dessus, en fait, vous m'avez demandé mon regard, je viens de vous le donner, et nous voulons effectivement qu'on le mette en concurrence ou en comparaison avec d'autres démarches, mais nous avons la nôtre, nous sommes prêts à l'enrichir au contact des autres démarches. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, les présidents africains, surtout ceux issus du précaré français, sont enclins à ce changement monétaire? Écoutez, je viens de vous citer... Ou ils sont sous la pression du peuple ici, ou c'est parce qu'ils sont sous la pression du peuple qu'ils veulent changer, ou ils y ont pensé avant et non pas que? Ben, écoutez, si effectivement le peuple commence à presser, c'est très bon signe. Parce que la volonté, en fait, c'est la volonté du peuple qui doit effectivement primer. On est en démocratie, il me semble, en tout cas moi, et je me considère comme étant un acteur dans le champ démocratique. La volonté du peuple, il faut l'écouter, effectivement. Quand le peuple s'exprime, ceux qui agissent en son nom, ben, ils doivent se montrer attentifs. Des chefs d'État africains, notamment de la zone CEMAC et d'autres zones économiques sous-régions africaines, s'expriment sur la question, c'est un très bon signe. Les peuples africains se montrent de plus en plus intéressés par cette question et veulent qu'on aille vers des réformes. Ça aussi, c'est un bon signe. La puissance tutélaire, pour parler du CFA, qui est dirigée aujourd'hui par un jeune président, le président Macron, se montre lui-même favorable à cette démarche. Que faut-il encore pour qu'on arrive à une démarche? Je crois qu'on est dans la bonne voie. Il faut accentuer la pression. Il faut que les chefs d'État qui prennent position sur la question soient soutenus par leur peuple. C'est déjà le cas, je crois, pour certains. Il faut éviter aussi que ce soit simplement fait de façon espiègle. Mais moi, je suis aujourd'hui partant. Je suis même en train d'envisager. Eh bien oui, moi, je suis en train d'envisager d'aller
au moins au Tchad, dans un premier temps, essayer de rencontrer le président Déby, si j'en ai l'occasion, pour qu'on discute ensemble. Moi, je l'ai souvent lu sur la question, et je pense que pour nous qui sommes en zone CEMAC, et pour quelqu'un qui ne sait-on jamais pourrait devenir président de la République, il ne faut pas forcément attendre que j'y arrive pour discuter avec lui. C'est des questions sur lesquelles aujourd'hui nous pouvons discuter, et comme lui, il est déjà président de la République, nous pouvons le soutenir pour avancer, en espérant que notre président, qui nous est beaucoup plus proche au Cameroun, se montre lui aussi un peu plus intéressé par la question. Alors, avec une dernière question un peu, pour atteindre, autant pour moi, pour atteindre votre objectif de 11 millions d'inscrits ou 11 millions de citoyens, on constate que vous vous déplacez beaucoup, vous tenez des conférences, vous allez de pays en pays, et tout à l'heure vous venez de dire que vous irez au Tchad. Qui finance tous ces déplacements? Ce sont des êtres humains. Qui sont endogènes ou exogènes? Endogènes et même exogènes. Mais ne mettez pas dans exogène l'extra-nationalité, mais plutôt l'extra-territorialité. Okay. Parce que lorsque je suis en Italie, comme c'est le cas ici, ces compatriotes qu'on ne peut malheureusement pas voir parce qu'ils sont derrière la caméra et qui sont près d'une dizaine. Vous pouvez peut-être citer écoutez, lui, je ne connais pas son nom, lui non plus, mais lui c'est Jean Crépin, lui c'est Olivier, lui c'est Clotaire. Donc, les deux autres, c'est notre producteur Pierre Tsabguessona et puis Franco Pervillian Dogmo. Voilà. Écoutez, alors, ce sont des Camerounais. Oui. Mais nous sommes en Italie. Alors, si au sortir d'ici, chacun d'entre eux décide de me donner 1000 € et que je rentre donc au Cameroun avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 000 €, au cas où vous-même ne sait-on jamais, vous m'en donneriez aussi, ben, on dirait quoi? Que je suis financé par l'Italie? Évidemment non. Je serai financé par mes compatriotes. En fait, cet exemple un peu jovial ou ludique que je prends est justement l'illustration de comment ça se passe pour travailler. Les membres de l'opération du mouvement 11 millions d'inscrits. Et c'est ça qui est effectivement exaltant. Vous savez, personne ne pouvait l'imaginer que les jeunes Camerounais prendraient leurs maigres économies pour mettre dans une opération simplement parce qu'ils font confiance à celui qui l'a lancé et qui la dirige. C'est peut-être un fait nouveau et c'est pour ça que les gens se creusent les méninges pour chercher de l'argent. Bon, et puis n'en faisons pas une surenchère. Vous savez, monsieur, lorsqu'on aura de l'argent, et ça arrivera, vous saurez l'espoir fait vivre. Oui, mais effectivement, rassurez-vous. Et il y a un moment où on aura besoin d'argent, et je suis sûr qu'on aura cet argent. Mais pour le moment, je salue mes compatriotes qui m'aident, qui sont au Cameroun, qui sont à l'étranger, et qui donnent chacun 10 €, 10 $, 10 000 francs CFA, ainsi de suite. Et ça nous permet, lorsque nous voulons descendre sur le terrain, de descendre sur le terrain. Ça nous permet, lorsque nous avons besoin d'un gadget, de le fabriquer. Ça permet. Vous savez, je vous invite en France. Vous allez voir l'équipe 11 millions de citoyens de Paris. Quand je parlais avec eux au téléphone et quand je voyais leurs photos sur Facebook, j'étais sûr que c'était de faux profils. J'ai découvert de jeunes compatriotes exactement comme vous. Pour certains ingénieurs, informaticiens, certains temps divers, qui ont mis une organisation incroyable sur pied pour organiser cette tournée, qui est effectivement chiffrée au taxi près. J'ai découvert une équipe organisée telle que j'arrive dans un pays, et la voiture qui doit me transporter est là, le photographe qui doit me filmer est là. Vous savez, maintenant on ne parle plus de photos parce que je n'en fais plus, et il y a des gens qui le font, c'est devenu un peu plus professionnel. Où je dors, c'est fait, le déjeuner et l'heure, c'est fait, la visite à tel endroit, c'est fait, telle chose. Vous savez, c'est tellement bien organisé que quand vous voyez les gens qui font ça, on va bientôt demander quel est l'esprit qu'il y a en eux. Faisons confiance aux Camerounais, ils peuvent faire de grandes choses et ce n'est peut-être que le début. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais avant de conclure, j'aimerais savoir si vous avez quelque chose à ajouter. Dire merci à ceux qui nous soutiennent, lancer un appel à ceux qui nous regardent là-bas, parce qu'on est regardé en direct là-bas, je crois, sur Facebook, qui nous regardent dans le petit écran ou sur leur ordinateur, qu'il est temps. En 2018, quelque chose va se produire au Cameroun. Je ne suis pas prophète pour dire exactement quoi, mais notez-le.
quelque chose va se produire au Cameroun dans le champ politique en 2018. Il y en a pour le moment qui sont sceptiques, c'est de leur droit. Il y en a qui ont même choisi de se constituer obstacle, c'est également de leur droit. Il y en a qui en rient, mais effectivement, vous savez, je ne l'aurai jamais, je n'ai pas le niveau de Jésus-Christ. Mais vous savez, il y a un passage dans la Bible qui me plaît bien, lorsque Jésus commence à dire aux gens qu'il est le sauveur de l'humanité. Il y a un verset biblique, je ne sais plus quel grand prêtre qui demandait, mais n'est-ce pas le fils du charpentier, c'est-à-dire le charpentier à l'époque, en fait, c'était le menuisier. Donc en fait, le monsieur avait en tête le gars dont le père fabriquait les bancs et les tabourets et qui allait souvent livrer les bancs et les tabourets. C'est bien ce bonhomme-là qui venait souvent livrer les tabourets que ma femme commandait à son père. Donc après avoir livré quelques tabourets, il est subitement devenu le sauveur de l'humanité. Donc c'est des choses... Vous savez, bon, prenons des exemples contemporains. Je me rappelle lorsqu'Obama, Barack Obama, le président américain, se lançait en campagne, je me souviens encore d'une blague que Hillary Clinton lui avait faite une fois dans un meeting. Il lui disait, écoute Barack, là les choses sérieuses vont commencer, tu as assez animé la galerie, arrête-toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu ne peux pas le faire. Et puis Barack Obama a continué avec opiniâtreté, détermination, soutenu par des gens de rien, comme c'est le cas maintenant. Vous savez, quand on voit tous ces jeunes-là qui se mobilisent, toutes ces personnes de rien qui se mobilisent, ils ne peuvent rien, faites Paul Biya, c'est Paul Biya, 105 ans au pouvoir, un appareil, tout ce qu'on veut. Écoutez, tous ces constats sont vrais. Tout comme la déclaration que je viens de vous faire, que dans un an, beaucoup de ceux qui disent tout et n'importe quoi aujourd'hui seront devenus de grands militants de notre cause. C'est pour ça que nous nous montrons patients. C'est pour ça que nous restons les bras ouverts. Nous restons patients vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore capté ce que nous faisons. Parce qu'effectivement, tout le monde, il n'a pas encore été donné à tout le monde de capter ce que nous faisons. Mais je vous le rassure, lorsque Vision Channel Africa m'invitera dans un an, on parlera d'autre chose. Le titre aurait changé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a à peine 4 mois, vous m'avez appelé comment Monsieur. Non, vous avez dit une chose. Docteur. Bon, vous avez oublié ce que vous venez de dire. Bonsoir à tout le monde. Le président. C'est ça, le président. Donc, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Heureux de vous retrouver à la prochaine émission. Restez scotchés sur visionchannelafrica.com. Au revoir. Au revoir également à nos amis de Facebook.